Alors, je commence mon livre, et tout est construit autour de cela par cette phrase de Mohamed Harbi, l'historien algérien, qui dit « L'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens ». C'est absolument magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Que veut dire cette phrase ? Ça mérite d'être commenté. Oui. Cette phrase veut dire que quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, 1, que leur pays n'est pas arabe, mais berbère, 2, que l'Algérie n'a jamais existé, 3, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient, cela, parce que c'est leur enfer. Donc elle devient paradis. Deuxième forme, enfer et paradis. Pour nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes. Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, de psychologie, d'études psychologiques. Donc à partir de cela, j'ai posé 10 questions, 10 grandes questions. Voici les 10 grandes questions de controverse à propos de l'histoire algérienne. Je pose 10 questions. Je dis voilà ce que dit l'histoire officielle, voilà ce qu'est la réalité. Et je démarre effectivement par la berbérité. Voilà. Parce que la manipulation se fait dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le FLN, qui est un mouvement totalement minoritaire, et qui va prendre le pouvoir au sein de la révolution algérienne. Parce qu'il faut bien voir que ceux qui vont prendre le pouvoir fin 62, début 63, ce ne sont pas les combattants de l'intérieur, ce sont les combattants de l'extérieur, qui étaient en Tunisie et au Maroc, tranquillement, qui n'ont pas affronté les troupes françaises, alors que les combattants de l'intérieur, eux, ont été liquidés par les opérations jumelles, pierres précieuses, etc. Donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Or, les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des kabyles, des chaouis, etc. Notamment les deux wilayas les plus actives, la 2 des Aurès et la 3 de Kabylie. C'était les berbères. Et donc, ce sont les combattants de l'extérieur, j'allais dire les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, qui vont prendre le pouvoir. Et sachant très bien que leur pays n'existe pas, sachant très bien que leur pays est profondément divisé, vont créer une idéologie arabo-musulmane avec l'affirmation Algérie, pays arabo-musulman. La berbérité n'existe pas, ou alors si elle existe, c'est d'une manière secondaire. Certains, le ministre de la culture algérien va même dire les berbères, création des pères blancs. Voilà, donc, retirant aux Berbères leur identité. La colonisation a divisé pour régner. Tout à fait. La colonisation a créé le fait berbère pour régner. Alors que finalement, le fait berbère celui qui a combattu la colonisation. Oui. Parce que le seul moment de difficulté, ça a été à l'époque de Mokhrani, qui était une révolte typiquement berbère. La conquête se termine pendant le Second Empire en Kabylie, et ensuite il y a la révolte de Mokhrani en 71. Tout à fait. Qui commence en 70 d'ailleurs. Ouais. Elle commence en... Et ceci est fondamental. Donc dès le départ, une fausse histoire a été écrite. Une histoire arabo-musulmane. Et dans cette histoire-là, tout ce qui se rattache à la berbérité est vu comme un complot contre l'arabe, un complot contre l'islam. Quelle est la théorie de ces nationalistes arabo-musulmans algériens? C'est de dire que, certes, il y a des berbères, mais ils ont disparu au point de vue culturel, au point de vue politique, puisque à partir du moment où ils se sont convertis à l'islam, ils sont entrés dans l'ère de l'arabité. Donc la berbérité n'existe plus. Et quiconque parle de berbérité nourrit un complot contre l'unité, contre l'État algérien. Donc, cette ambivalence, alors que l'Algérie est un pays très majoritairement berbère. Alors, je montre dans mon livre, et je pose la question, dans mon chapitre 2, comment des berbères chrétiens sont-ils devenus des arabes musulmans? Non, je résume un peu la question. Parce que le grand problème, c'est le suivant. Les Arabes, ethniquement, représentent une goutte d'eau dans l'océan berbère. Alors les dernières études génétiques qui ont été faites l'an dernier montrent, par exemple en Tunisie, la Tunisie qui est, soi-disant, le pays le plus arabe du Maghreb, le pourcentage ethnique, entre guillemets, racial arabe, 4%. Alors imaginons l'Algérie et imaginons le Maroc. C'est une goutte d'eau dans l'océan berbère. Parce qu'au moment où se fit la conquête au 7e siècle,
les Arabes étaient très peu nombreux. Et comme je l'explique dans mon livre, l'essentiel des troupes qui conquirent la Berbérie, le Maghreb, étaient des Berbères. Ce sont des Berbères de Libye. Ça, je l'explique dans mon précédent livre, l'histoire de la Libye. Les tribus Lahwata de Cyrénaïque, qui avaient un compte à régler avec les Byzantins, se sont jetés immédiatement dans les bras des musulmans, des arabo-musulmans, et c'est eux qui ont fourni la première troupe de conquête qui va permettre de conquérir l'Ifriqiya et l'actuelle Algérie. L'Ifriqiya, la Tunisie et l'actuelle Algérie. Et comme ces Berbères de l'actuelle Tunisie et de l'actuelle Algérie voient arriver d'autres Berbères, les Lahwata, ils les connaissaient très bien, parce qu'ils ont eu des alliances avec eux. Certes, une nouvelle religion, mais les Berbères ont vu passer tellement de religions. Ils ont vu passer toutes les sectes chrétiennes, toutes les dissidences, toutes les hérésies chrétiennes. C'est une religion de plus, une religion de moins. Ce qui compte, c'est la langue. Ils parlent berbère comme eux. Donc pour eux, ce ne sont pas des envahisseurs. Et quand ils vont se rendre compte que qu'ils sont envahis, ça sera trop tard. Ils auront été convertis. Et puis il y aura quand même l'émigration hilalienne au j'en suis pas siècle. Là, j'en suis au 7e siècle. Donc, première conquête, il n'y a pas d'Arabes. Et très rapidement, les quelques Arabes qui sont présents dans cette partie du Maghreb vont être expulsés. Parce que va éclater la révolte kharidjite quand les Berbères du Maroc, suivis par ceux de l'actuelle Algérie et ceux de l'actuelle Tunisie, vont refuser que le califat oriental leur appliqua la taxe qui est la taxe des dhimmis. En disant, mais nous nous sommes convertis, nous ne sommes pas des dhimmis. Pour le califat, c'était une source d'impôt en moins, une source de revenus en moins. Donc, ils se révoltent au nom du kharidjisme, c'est-à-dire hérésie musulmane, qui dit que la Houma doit être dirigée non pas par les héritiers du prophète, ce qui serait une société féodalo-aristocratique, mais par les meilleurs de la communauté. Donc ils se révoltent, ils chassent les Arabes. Ce qui fait que jusqu'au XVe siècle et jusqu'au XVIe siècle, la quasi-totalité des entités politiques du Maghreb vont se trouver être des entités berbères. Donc, les berbères ont reconquis leur totale autonomie, entre guillemets, raciale, tout en étant musulmans. Vont arriver sur ces entrefaites les invasions des Hilaliens, au XIe siècle, XIe et XIIe. Les Hilaliens qui vont arriver d'Arabie et qui vont déferler, mais déferler oui et non, l'on a les visions d'Ibn Khaldoun qui sont un petit peu exagérées parce que l'on sait combien ils étaient. Sur un siècle et demi, ils ont été 200 000. 200 000 sur un siècle et demi, c'est-à-dire rien du tout. Sur un siècle et demi, moins qu'il n'y a de clandestins qui arrivent par la Sicile tous les ans en Europe. Donc on est, vous voyez, sur quelle échelle. 200 000 sur un siècle et demi dans un océan berbère. Or, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de se berbériser, ces envahisseurs vont arabiser un certain nombre de berbères. Pourquoi ? Et là, nous sommes au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la religion et la langue. Ces envahisseurs vont dire, écoutez, pour véritablement vous rattacher à l'islam d'origine, et pour avoir une chance d'accéder au paradis, il faut que vous rentriez dans les généalogies arabes, puisque nous sommes le peuple qui a donné naissance au dernier envoyé de Dieu, le sceau des prophètes. Mohammed est le sceau des prophètes. Après lui, il n'y aura plus de prophétie. Donc, si vous voulez avoir une chance d'accéder au paradis, il faut vous rattacher à nos généalogies. Et l'on va voir, et le phénomène est bien connu, de nombreuses tribus, ou des clans, ou des groupes berbères, qui vont abandonner leur propre généalogie et qui vont rentrer dans les Kabylas arabes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire en Algérie, comme en Tunisie, comme au Maroc, dans les zones qui ne sont pas berbérophones, à des berbères, entre guillemets, raciaux, qui ont été culturellement, religieusement et linguistiquement arabisés et islamisés. Donc c'est un problème qui est fondamental. Mais ces Arabes, qui arrivent donc au 11e, 12e, 13e dans l'actuel Maghreb, ne vont pas prendre le pouvoir tout de suite. Ils vont jouer de leur force militaire pour appuyer tel ou tel chef berbère, car toute l'Afrique du Nord est encore à ce moment-là sous contrôle du royaume berbère, aussi bien les royaumes marocains que les royaumes de Tlemcen, de Bougie, etc. Et ils vont
dans les querelles dynastiques inter-berbères, ils vont jouer sur tel et tel prétendant en échange de quoi? Eh bien, en échange de la remise de terre. Ce qui fait que ces tribus arabes vont monnayer leur force de frappe, vont dire les mercenaires de telle ou telle entité berbère, et petit à petit vont prendre de plus en plus de pouvoir. Jusqu'au XVIe siècle, fin XVIe, que se passe-t-il? Le Maroc perd ses dernières dynasties berbères, et arrivent les dynasties arabes, et la Tunisie actuelle, l'Algérie actuelle, sont subjuguées par les Turcs. Donc, changement de régime, changement de pouvoir, et les Arabes vont devenir, dans l'actuel Maroc, la force de frappe du Marsène chérifien, du Marsène arabe, et la force de frappe du Marsène turc dans l'actuelle Algérie et en Tunisie. Et c'est ainsi qu'ils vont se hisser à un rôle important, alors que démographiquement, ils ne représentent rien. Une arabisation. Si ceci n'est pas vu, on ne comprend rien à l'histoire ancienne de ces régions, on ne comprend rien à l'ethnogénèse, et on ne comprend rien à la genèse historique de ces régions. Donc je pars de ce premier point, ces deux premiers points. Le premier grand mensonge, le mensonge des origines.